Maintenant, comment doit-on traiter? Une fois qu'on a posé le diagnostic, une fois que le diagnostic est posé, donc le traitement repose sur d'abord la correction des facteurs de risque. La correction des facteurs de risque est la partie la plus importante dans la prise en charge des patients donc, qui présentent donc, une insuffisance coronaire ou bien qui sont dans le syndrome coronaire chronique. Donc, une hygiène de vie, donc un changement complètement de l'hygiène de vie est indispensable. Arrêt définitif de l'intoxication tabagique. Et là, le patient doit consulter, donc il faut l'aider à consulter. Généralement, c'est des patients qui sont très anxieux, ils ne peuvent pas arrêter d'eux-mêmes le tabac. Donc, il faut les encourager et les conduire donc vers les orienter vers des consultations de tabac. Et enfin, donc, le régime alimentaire est très important, avec donc un régime hypolipémiant, hypocalorique, une activité physique là, est très importante, avec donc une activité physique journalière entre 30 et 60 minutes par jour, et le traitement, bien entendu, des différents facteurs de risque, notamment donc un bon contrôle tensionnel et un équilibre du diabète. Le traitement, donc, d'abord, donc, on a un traitement anti-ischémique. Donc, le traitement anti-ischémique fait appel, bien entendu, au bêta-bloquant. Le bêta-bloquant, donc, va diminuer la fréquence cardiaque et donc la consommation d'oxygène et permet ainsi, donc, de diminuer le déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène. En cas de contre-indication absolue, on peut donner des inhibiteurs calciques qui vont aussi donc avoir cette activité donc inotrope négatif, donc qui vont diminuer aussi et chronotrope négatif. Donc tout ça, donc ces médicaments donc doivent être les médicaments de première ligne, donc les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques. En cas si on donne des bêta-bloquants et le patient reste symptomatique, on peut rajouter des anticalciques non bradycardisants, en l'occurrence les dihydropyridiniques, donc qu'on peut associer donc en deuxième ligne aux bêta-bloquants. En cas de le patient, donc malgré des bêta-bloquants et le rythme cardiaque reste relativement encore élevé, on peut associer l'ivabradine, qui est un inhibiteur de canal qui va agir exclusivement au niveau donc du nœud sinusal et va diminuer l'activité sinusale. On peut donner aussi les dérivés nitrés. Les dérivés nitrés, bien entendu, ont une action vasodilatatrice qui vont aider donc à avoir donc une meilleure irrigation, donc à augmenter, comme on l'a vu tout à l'heure, donc augmenter le débit coronaire. L'amossidonine, son mode d'action est celui des dérivés nitrés. L'intérêt principal est l'absence d'échappement thérapeutique, la fameuse prophylaxie, permettant le maintien d'une efficacité au long cours. Et enfin, donc, on peut donner aussi de l'aspirine, surtout donc en prévention secondaire chez des patients qui sont soit à forte probabilité donc coronariens, qui sont déjà coronariens et qui présentent donc des douleurs. Donc l'aspirine doit être prescrite de façon systématique, surtout en prévention secondaire. Le clopidogrel aussi donc est un traitement donc important donc qui peut être associé à l'aspirine ou bien qui peut être donné donc à la place de l'aspirine. Donc c'est un inhibiteur de récepteur P2Y12 et qu'on peut donner aussi en association, donner une bithérapie, surtout après une revascularisation et la mise en place d'un stent. Et enfin, vous avez les statines. Les statines, donc on a vu que pour qu'il y ait formation de plaques d'athérome, une condition sine qua non, c'est l'accumulation de LDL au niveau de la partie sous-endothéliale. Et le levier sur lequel donc on peut jouer, bien entendu, c'est de diminuer justement le LDL. Et ce LDL, on peut le diminuer, bien entendu, avec donc un traitement hypolipémiant, notamment les statines. Les statines, à travers de nombreux essais cliniques, ont montré une baisse de la morbimortalité
Et on comprend bien maintenant, donc, à travers donc, la physiopathologie de la genèse de la plaque d'athérome, l'intérêt de donner donc cette classe thérapeutique donc, est une indication de classe 1 en coronaire chronique. Donc, si on n'arrive pas à diminuer, donc, surtout en cas de dyslipidémie, si on n'arrive pas à diminuer, on n'atteint pas donc la cible de LDL, on peut rajouter les étinibes qui inhibent l'absorption du cholestérol au niveau de l'intestin, au niveau de l'intestin grêle. Et si donc on n'arrive pas non plus, donc malgré donc l'association statine et ézetimibe, donc à atteindre donc les valeurs cibles, donc à diminuer de façon importante donc le LDL, on peut même rajouter les inhibiteurs des PCSK9 qui sont des anticorps monoclonaux qu'on peut donner parfois sous-cutanés toutes les 2 à 4 semaines. Alors, quelles sont les valeurs cibles? Donc, on doit réduire, en prévention secondaire, on doit réduire le LDL d'au moins 50%. Si les patients sont à très haut risque, la valeur cible, c'est d'avoir un LDL inférieur à 55 mm par décilitre. En prévention primaire, pour les patients à très haut risque, on a vu tout à l'heure, donc, les patients, quand ils sont à très haut risque, donc, de maladies athéromateuses et qui sont à risque à très haut risque donc les recommandations, c'est de baisser de façon importante, au moins de 50% par rapport à la valeur de base, donc le taux de LDL cholestérol, ou bien donc toujours un LDL inférieur à 55 mg par décilitre. C'est de prescrire surtout en cas de dysfonction ventriculaire gauche, ou bien chez les patients qui sont hypertendus. Donc c'est un traitement donc, qui permet aussi de stabiliser les plaques d'athérome. Et enfin, nous avons la revascularisation. Si malgré le traitement donc comportant donc les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les livabradine, si toutes ces associations, les dérivés nitrés aussi, donc le patient reste symptomatique, donc il présente des douleurs pour des efforts à l'effort, on peut proposer donc une angiocoronarographie comme on a vu tout à l'heure et proposer une revascularisation, soit par voie transluminale, donc par angioplastie, soit par pontage orthocoronaire. Voici un exemple. Ici, c'est un patient donc, qui présente des douleurs précoces, moindre effort, donc un angor classe 3 de la classification canadienne de cardiologie, où on voit une sténose très serrée au niveau de l'IVA proximal. Et ici, regardez, la mise en place d'un stent a permis de rétablir la lumière de cette artère. Voici comment donc généralement les étapes pour la mise en place de stent. Donc on introduit un guide, on fait monter donc un stent et là on gonfle le ballon qui permet donc d'appliquer d'ouvrir l'artère et d'appliquer le stent sur justement cette lésion. Le stent actuellement, ce sont des stents généralement qui sont enduits donc d'un produit qui permet qui évite une resténose intrastent. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le stent est constitué donc d'un matériau donc qui est métallique, et le métal au contact décoagulé. Donc, on doit absolument donc laisser le temps, donner donc des antithrombotiques pour laisser le temps à l'endothélium naturel de venir revêtir ce stent et justement pour qu'il n'y ait pas de contact entre les éléments sanguins et justement cette armature métallique. Donc c'est pour ça qu'actuellement nous avons des stents relativement actifs
qui permettent justement l'endothélie homogène et surtout qu'elle ne soit pas excessive. Pourquoi? Parce qu'avant, lorsqu'il y avait des seintes nues, il n'y avait pas de ce produit-là, le revêtement se faisait de façon relativement exagérée et entraîner donc une rosténose intrasteinte par justement excès je suis désolé, hein, je perds mon dentellisation, donc un excès de dentellisation, et à ce moment-là, donc il y avait des sténoses intrastantes, donc suite à la pose de stent. Voici donc comment une vue donc du stent donc à l'intérieur du foie bien sûr le pillage. Donc c'est pour ça qu'on donne le clopidogrel et qu'on doit donner surtout au moins dans l'association donc aspirine clopidogrel au moins 6 mois pour laisser justement le temps aux cellules endothéliales pour venir revêtir justement ce maillage métallique. Le pontage orthocoronaire, donc le pontage orthocoronaire permet, lorsqu'on a des lésions qui ne sont pas accessibles à un geste d'angioplastie, surtout si c'est des lésions proximales, chez de bifurcation, si elles sont complexes, donc si elles concernent le tronc commun, surtout chez les diabétiques, on peut procéder à un geste de revascularisation par voie chirurgicale. Et là, on utilise actuellement surtout donc la revascularisation donc artérielle, le tout artériel, à travers les artères mammaires qui vont venir ponter, donc qui vont faire une dérivation donc par rapport donc à la sténose, donc qui seront connectés en aval de la sténose que présente l'artère. Et je vous remercie.